Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Je poursuis donc mes petites vidéos concernant donc les profils atypiques, puisqu'effectivement donc je suis magnétiseuse énergéticienne et je travaille principalement auprès donc des personnes qui sont dites donc à profil atypique. Tout simplement parce que je suis issue de parents atypiques, je suis moi-même donc atypique et mes enfants donc le sont aussi. Donc ça me permet donc effectivement de savoir où est-ce que je peux travailler selon donc on va dire l'atypisme des personnes. Et puis ça me permet aussi donc de comprendre ce que vivent donc les personnes atypiques, que ce soit en tant que personne atypique, mais aussi en tant que parent d'enfants atypiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler donc de la dysgraphie. Mais avant de vous parler de la dysgraphie, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube Céline magnétiseuse énergéticienne, sans oublier donc d'activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook Céline magnétiseuse maître Reiki, où vous verrez du coup toutes les actualités, les événements, les conférences, stages, formations et dernièrement les petites causeries justement autour donc des profils atypiques. Alors donc la dysgraphie. Alors la dysgraphie, c'est un problème lié à la gestuelle pour l'écriture. C'est-à-dire que, voilà, pour la majorité d'entre vous, l'écriture, c'est presque automatique. Vous avez appris les bases quand vous étiez petit et bon, ça se fait comme ça. Mais pour d'autres, donc en particulier personnes qui ont donc la dysgraphie, cette gestuelle n'est pas automatique justement et ça peut être donc difficile dans l'apprentissage. C'est vraiment, comment dire, voilà, même avec les exercices et même avec le temps, cela peut paraître vraiment difficile. C'est pas que ces personnes-là ne peuvent pas écrire, c'est pas ça, mais c'est juste que ça va être une écriture qui pourra être très lente, qui pourra être même pénible, puisque certaines personnes ont envie de bien écrire et que du coup, ça peut être même douloureux au niveau du geste, hein, quand ils font vraiment très attention. Et malgré effectivement dans tous les exercices qui peuvent se faire, voilà, tous les apprentissages, tout ce qu'on peut mettre je dirais, euh, mettre en apprentissage, quoi, au niveau de l'écriture, c'est quelque chose qui ne passera pas effectivement. Euh, Savoir que dysgraphique, ça peut être aussi accompagné de la dysorthographie, dont j'ai parlé effectivement donc, lors d'une précédente vidéo, puisque ça se ressemble un petit peu, hein, surtout au niveau de la langage de l'orthographe. La dysgraphie, je réfléchis en même temps, c'est pour ça que ça prend du temps, excusez-moi, c'est vraiment, comment je peux dire, une non-maîtrise, voilà, on va le dire comme ça, une non-maîtrise donc des doigts, ce qui fait que l'écriture va être difficile au niveau de la forme des lettres, au niveau aussi donc, on va dire, de leur tracé, voilà, éventuellement des liaisons, puisque quelquefois il y a des personnes donc, qui vont coller donc les mots, voilà, pour eux c'est juste voilà, des lettres, voilà, et ils vont les coller, ils vont pas forcément entendre donc le mot ou savoir les séparer. Donc voilà ce qui se passe. Je peux dire que j'ai l'exemple effectivement chez moi, puisque l'un de mes enfants donc, est dysgraphique. Et on l'a su il n'y a pas très très longtemps, puisque ça fait que 15 jours, 3 semaines, effectivement, qu'on le sait, même si je m'en doutais depuis, on va dire, des années. Mais bon, il fallait passer par plusieurs étapes que je vous expliquerai un petit peu plus tard pour pouvoir effectivement qu'il y ait un diagnostic qui est posé. Lors de la précédente vidéo, d'ailleurs, je vous disais que je ne connaissais pas de dysorthographique autour de moi. Et ben voilà, il faut savoir que en ayant eu le diagnostic de la dysgraphie, il y a eu donc aussi un diagnostic de dysorthographie pour mon enfant. Donc finalement, je crois que je connais pas mal de personnes finalement qui ont des atypismes différents. Mais bon, c'est voilà. En tout cas, à l'heure de la vidéo précédente, je ne le savais pas encore et maintenant donc je le sais. Parce qu'effectivement, la dysgraphie peut être accompagnée de d'autres troubles 10, pardon. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les multidys. Et effectivement, ça peut être lié à la dyslexie
ou alors effectivement, comme là c'est le cas, donc la dysorthographie. Donc tout à l'heure, je vous parlais entre autres de la forme des lettres. Alors là, je vais parler de quelque chose un peu plus personnel, puisqu'effectivement, je vais vous parler donc de l'un de mes enfants, qui lui, effectivement, quand il fait les tracés, on ne sait jamais, par exemple, si ça va être un O ou un A qu'il va faire, puisqu'il va peut-être partir donc de la gauche ou de la droite, ça dépend, mais s'il part de la gauche, on pourrait dire, tiens, il va faire un O, mais non, en fait, il va repartir un peu plus loin pour faire la barre, enfin voilà. Ou alors, c'est son O, bah, c'est partir, alors oui, je sais que vous êtes à l'envers, bon, c'est pas grave, mais bon, pour moi, effectivement, c'est comme si j'écrivais. Donc, on part de la gauche pour normalement faire une boucle, waouh! Donc, pour normalement faire une boucle, bah lui, ça va être un rond, et puis après, il va peut-être pouvoir aller vers la droite, donc pour aller vers la gauche. Ou alors, par exemple, donc au niveau des P, eh bien, il va faire son mot, par exemple parapluie, eh ben, il va faire son mot sans faire les barres donc des P, et c'est une fois qu'il a fini son mot qu'il va les faire. Donc, c'est une sorte aussi de désorganisation au niveau de l'écriture. Et puis, bah, des fois, effectivement, ben, il oublie de faire la barre. Donc, du coup, ça fait comme des R, on va dire. Donc ça, ça fait partie voilà, des choses possibles au niveau donc, de la dysorthographie. Alors je tiens à préciser quand même quelque chose. En aucun cas, c'est de la paresse. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas automatique. J'avais pu rencontrer l'année dernière une graphothérapeute qui s'occupe en particulier des personnes qui ont la dysgraphie et qui m'expliquait que souvent c'était lié aussi parce qu'ils n'ont pas eu tous les réflexes depuis qu'ils sont bébés. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'avoir je dirais, de faire du quatre pattes, ben normalement, tous les enfants devraient passer par là. Mais effectivement, donc par rapport à mon enfant, lui, il est passé du stade, donc je reste assis, éventuellement je me mets debout pour marcher ensuite. Et la phase quatre pattes n'a jamais eu lieu. J'ai jamais connu, effectivement, en tout cas, voilà, mon enfant, celui-ci, faire la phase des quatre pattes. Et elle m'a dit qu'en particulier, le côté quatre pattes était important pour après, au niveau de l'écriture. Alors ça, j'ai trouvé ça formidable parce que vraiment, je ne voyais pas du tout le rapport. Mais bon, ça n'a pas été la seule à me le dire. Donc je me dis qu'effectivement, je dirais tout développement, même à l'intérieur donc du ventre de la mère, si cela ne se fait pas donc correctement, ben, il peut y avoir effectivement des petites difficultés donc après. Alors je dis petites, mais bon, effectivement la dysgraphie peut être très handicapante. En plus, elle peut provenir d'autres problèmes, ça peut être des problèmes plutôt, je dirais aussi fonctionnels, comme bah, ce qu'on appelle la dyspraxie. Alors là, la dyspraxie, je ne vais pas trop en parler parce que je vais vous en parler donc, lors d'une prochaine vidéo. Donc, mais effectivement, ça peut venir de ça aussi. Et puis, ça peut venir aussi de la motricité, tout simplement. Sachez en plus qu'une dysgraphie peut provenir aussi d'un traumatisme. Moi, au début, je croyais que pour mon enfant, effectivement, c'était donc un traumatisme, puisque bah, tout simplement, jusqu'en CP, donc ça se passait plutôt bien au niveau de l'écriture. Bon, certes, il écrivait très très gros, c'était très très serré au niveau de la main, il avait effectivement, il n'arrive pas à faire la pince, hein, et ça, il n'a jamais réussi. Quand il fait la pince, ça lui fait très très mal. Donc, bon, bah, il a une manière de faire bon, bah, qui sera propre à lui, hein, que voulez-vous. Mais voilà, c'était quelque chose. Et c'est vrai que les maîtresses à l'époque voulaient absolument qu'il fasse la pince. Et c'était très difficile pour lui. Mais ce qui l'a vraiment, j'irais, bloqué, ça a été donc effectivement CE1 où il a eu malheureusement donc un maître qui donc faisait que lui dire qu'il était très lent à l'écriture, que s'il continuait à avoir une écriture de CP, alors qu'il était en CE1, d'avoir une écriture de CP, il ne passerait pas en CE2. Donc voilà, c'était vraiment très très lourd pour notre enfant. Et du coup, effectivement, ça l'a complètement bloqué, puisqu'à un moment donné, il a refusé donc d'écrire. Sans oublier donc les fameuses punitions qu'il devait faire par écrit. Et c'était pas. Et on est encore rendu aux 100 fois écrire une phrase, voilà. Donc voilà, des choses que je suis contente que tous les maîtres et les maîtresses ne soient pas comme ça, heureusement. Mais il a fallu qu'on passe par cette expérience-là, donc pour comprendre, pour avancer dans notre cheminement aussi, et arriver là où on en est aujourd'hui,
je dirais, voilà, avoir un enfant qui a aujourd'hui donc est épanoui et que effectivement, malgré cette difficulté, donc on met tout en place donc pour pouvoir l'aider. Donc voilà. Donc voilà, petite parenthèse sur ma vie personnelle. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que effectivement, plus c'est détecté jeune, mieux ce sera aussi pour l'avenir. Donc bah, si vous pensez que votre enfant peut avoir une écriture très très lente, que c'est illisible, que c'est peu compréhensible pour le coup, et que vous semblez que c'est un peu désordonné, il serait peut-être effectivement intéressant de faire un diagnostic. Ah si, je voulais vous dire quand même quelque chose. Un dysgraphique, je vous parlais de la lenteur. Sachez qu'il peut y avoir totalement le contraire, par contre, des dysgraphiques, mais qui vont écrire très très vite, hein. Sauf que, bah, effectivement, ça sera toujours illisible et incompréhensible. Donc, je préfère quand même me prévenir. Alors, les personnes donc, qui font les diagnostics. Alors, je vais dire plutôt les personnes qui peuvent faire les tests. Parce qu'avant de faire un diagnostic, il faut d'abord faire des tests. Donc il est intéressant donc d'aller voir déjà une orthophoniste. L'orthophoniste va détecter s'il y a éventuellement dyslexie ou dysorthographie. Voilà, donc il peut amener effectivement à la dysgraphie. Ensuite, vous avez donc aussi les psychomotriciens ou motriciennes, voilà, qui effectivement peuvent détecter ce côté dysgraphique. Il y a aussi donc les ergothérapeutes. Alors les ergothérapeutes, eux justement, sont vraiment très attentifs au côté justement de l'écrit, puisque c'est en particulier avec eux que va se faire une rééducation et je dirais pas forcément la rééducation par rapport à la main, puisque les psychomotriciens peuvent le faire aussi, mais c'est surtout par rapport à l'ordinateur. Parce que généralement, effectivement, les enfants qui sont dysgraphiques vont être, je dirais, plus efficaces en travaillant sur l'ordinateur. Même si au départ, moi, j'étais très sceptique vis-à-vis de l'ordinateur, bah, effectivement, lors d'une dictée, par exemple, voilà, il n'y aura pas le souci de faire bien le mot et du coup oublier ce qui a été dit après, puisqu'effectivement, là, un ordinateur, bah, ça se fait donc automatiquement. Il n'y a pas à faire, comme je disais, donc le P tout à l'heure, donc le P avec la barre. Bah non, là, le P sur le clavier, il y est, donc il sera écrit. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui, au départ, me paraissaient très sceptiques parce que, bon, voilà, j'avais une peur qui était en moi, donc il fallait travailler. Donc voilà. Et donc bon, voilà, je suis pas contre non, maintenant, effectivement. Donc voilà, donc je parlais des ergothérapeutes, mais sachez que tout ce qui a pu être testé, et c'est pareil donc pour le reste des troubles, des profils atypiques, il faut que ça soit acté par la suite, et en particulier par un neuropédiatre. Voilà. Et c'est le neuropédiatre qui, lui, donc, pourra donc acter les choses. Et c'est surtout que c'est surtout le neuropédiatre aussi qui aura une certaine parole auprès de ce qu'on appelle, nous, la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui peuvent, eux, donc, faire intervenir par la suite une AVS, par exemple, donc une auxiliaire de vie scolaire, pour aider donc votre enfant, par exemple, au niveau donc de l'écriture, par exemple. Donc voilà. J'essaye de réfléchir si je vous ai un petit peu tout dit ou pas. Je pense que oui. Alors bien sûr, dans tout ce que je vous explique, les caractéristiques ou autres, comme à chaque fois, je vous dis, c'est vraiment une infime partie de ce qui peut éventuellement exister. Chaque personne, chaque profil atypique est différent. Donc bien sûr, je ne détiens pas la vérité. C'est, je dirais, une des vérités parmi tant d'autres. Soyez donc, je dirais, euh, comment dire, ayez du discernement, effectivement. Et puis, si toutefois vous pensez vous-même être dysgraphique ou alors avoir donc des enfants dysgraphiques, eh bien, effectivement, les tests sont toujours intéressants à savoir et du coup, ça peut apporter des aides par la suite. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que bon, on est déjà sur 14 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Je ferai donc d'autres vidéos sur par exemple la dyscalculie, puisqu'on va être vraiment sur l'alignement scolaire. Après, je parlerai donc des choses telles que la dyspraxie, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dysphasie, et on parlera effectivement du trouble de déficit de l'attention, l'hyperactivité, et je finirai du coup par l'autisme. Voilà tout un programme pour les prochaines semaines.
à venir, je dirais. Donc, ravi en tout cas de pouvoir faire cette vidéo. Je vous remercie aussi de votre écoute qui est de plus en plus nombreuse. Je ne me fie jamais donc au nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vois, c'est surtout donc les mails que je peux recevoir. C'est les messages Messenger aussi que je peux recevoir. Et je vous remercie beaucoup aussi par rapport à votre confiance par rapport à votre soutien. Parce qu'effectivement, j'en ai de plus en plus et c'est très agréable. Voilà, moi en tout cas, ça me fait chaud au cœur. Donc je tenais donc à vous le dire donc en vidéo. Voilà. Je vous dis donc à une prochaine fois. J'ai envie de vous faire plein de bisous. Voilà, donc je fais plein de bisous à tous ceux donc, qui vont regarder cette vidéo. Et puis, bien, je vous souhaite le meilleur, donc que ça soit pour la journée, pour la soirée, en tout cas le meilleur pour votre vie. Allez, à bientôt!